Bonjour, bienvenue dans le Fenech Security Talk où tous les sujets de la société sont débattus. Bonjour Georges Fenech. Bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui on va parler de la sûreté ferroviaire comme potentiel acteur du continuum de la sécurité. C'est rare d'avoir un responsable de la SUGE et de la sûreté ferroviaire sur un plateau de télévision. Plutôt discrète d'habitude, la sûreté ferroviaire. Aujourd'hui Georges, nous avons le plaisir de recevoir le directeur de la sûreté ferroviaire de la SNCF. Bonjour Xavier Roche. Bonjour à tous. Georges, je vous propose d'en savoir un petit peu plus avec vous sur le fonctionnement de cette sûreté, mais surtout sur le très joli parcours de notre invité. Donc j'ai le plaisir de présenter Xavier Roche. Vous êtes diplômé de l'école du commissariat de l'air. Vous avez exercé une dizaine d'années auprès de l'armée de l'air. Vous êtes magistrat également à la Cour des comptes, en charge des grands programmes d'armement et du nucléaire. Après un passage chez Alstom et au cabinet du ministre du Logement et à RFF, également à l'époque, vous avez intégré la SNCF en 2013. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur donc, de la sûreté ferroviaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je cède la parole à Alexandre pour la première question. On a parlé de SUGE, on a parlé de sûreté ferroviaire. On va en savoir un petit peu plus. Hein. C'est un petit peu la police ferroviaire de la SNCF. Et justement, quelle est la différence entre SUGE et sûreté ferroviaire ? Le département de la sûreté ferroviaire à la SNCF regroupe l'ensemble des fonctions qui concourent à la mise en sécurisation de nos activités ferroviaires, celle de la SNCF et puis maintenant celle de nos concurrents. Au sein de cette sûreté ferroviaire, nous avons une force armée et assermentée qui est la Sûreté Générale, environ 2900 agents. Ce sont les agents que vous pouvez voir patrouiller dans les gares, dans les trains, et qui ont une tenue qui ressemble fort à celle de la police. D'accord. Alors effectivement, vous avez en tout et pour tout combien d'agents qui peuvent intervenir sur les différentes missions qu'on va développer ? Alors en intervention directe, armée, agents assermentés, c'est environ 2900 agents. Les autres étant beaucoup plus sur les sujets de préparation de la sûreté, des plans de sûreté, des plans de sécurisation, etc. etc. Vos missions, justement, je crois que vous êtes entré en fonction en octobre 2021, c'est ça ? Fin octobre 2021. Et donc, plusieurs chantiers majeurs, en tout cas ceux qu'on peut citer. Continuer le travail engagé pour faire de la sûreté ferroviaire un acteur incontournable du continuum de la sécurité dont vous parliez, Georges. Réussir le virage de la concurrence avec la consolidation de l'offre de services et une conquête commerciale agile et performante, mais aussi anticiper les grands événements, et ça aussi on va en parler, Georges, la Coupe du Monde 2023 de rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Vous aurez sans doute, sans aucun doute, monsieur le directeur, un rôle très important. C'est vous qui assurez le transport et les flux de personnes qui vont effectivement augmenter avec ces grands événements. Alors, vous me disiez, vos missions, donc c'est protéger. Vous disposez de 2900 agents en capacité d'intervenir. Peut-être préciser également, vous avez des unités spécialisées à l'intérieur même de ces agents et des unités qu'on ne soupçonnerait pas. Oui, en effet, nous avons un maillage territorial de l'ensemble de nos unités sur l'ensemble du territoire national. Sur les 2900 agents, j'en ai environ la moitié en Île-de-France, qui est intéressant dans l'optique notamment effectivement de la préparation des grands événements. Et parmi ces agents, nous avons en effet une force, on va dire une force d'action rapide, qui est composée de 350 agents qui sont susceptibles de venir en renfort sur certaines zones ou sur certains événements qui nécessitent un apport complémentaire de personnel. Et puis, j'ai également une petite structure qui est une structure encore plus restreinte, qui a vocation à assurer les missions d'antiterrorisme à la fois à bord des trains et dans les gares, et puis la protection des hautes personnalités. D'ailleurs, puisque vous parlez d'antiterrorisme, il faut faire une parenthèse pour rappeler ce que vos agents ont pu réaliser lors de l'attaque du Thalys, notamment. En effet, alors la difficulté du milieu ferroviaire par rapport à d'autres environnements, c'est la particularité qu'on est dans un lieu extrêmement fermé et avec un effet tunnel, sans jeu de mots. C'est-à-dire que sur une période qui peut être de 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, on n'a strictement aucun moyen d'agir à bord du train. Et donc, à ce titre, le législateur nous a donné la possibilité de faire intervenir à bord des trains ce qu'on appelle les trains Marshall, c'est-à-dire des agents en civil, armés,
et qui sont, alors ils ne couvrent pas la totalité évidemment des trains qui roulent, mais qui sont sur les trains un petit peu sensibles. Et effectivement, à bord du Thalys, alors il se trouve que ce sont des militaires américains en civil qui sont intervenus, mais effectivement, c'est typiquement le genre de mission que peuvent réaliser mes agents. Et à côté de ça, vous avez aussi des unités spécialisées, nous avons des unités cynophiles. Oui, en effet. Vous avez également des unités capables d'assurer une surveillance sur le réseau qui fait quand même 30 000 km par des nanodrones ou des engins aériens, oui, des autogires notamment, c'est bien cela? C'est ça, absolument. Nous avons une unité de sécurisation aérienne avec toute une flotte de drones qui effectivement contrôle notamment essentiellement les infrastructures, mais sont en mesure également de gérer les grands mouvements de foule. Et je pense notamment aux périodes de vacances sur la côte, où on a énormément d'intrusions sur le réseau pour des raisons de commodité, pour rejoindre des plages, etc. Eh bien, il faut surveiller tout cela, et donc on le fait par nanodrone. Et puis, je pense qu'il faut vivre avec son temps, si je puis m'exprimer ainsi. Et nous avons aussi des unités qui font de la vidéopatrouille et de la vidéosurveillance. C'est tout à fait essentiel aujourd'hui de pouvoir s'appuyer sur ce type de matériel. Très bien. Vous parliez justement d'être en lien avec son temps. Moi, effectivement, en préparant cette émission, j'ai vu qu'il y avait tellement d'unités différentes. Brigade nationale, unité nationale train, unité nationale d'intervention rapide dont vous parliez, des patrouilleurs également. On va pouvoir détailler cela. Et bien sûr, les drones, Georges, vous le disiez, pour être en lien avec les nouvelles technologies. Est-ce que du côté de la cyber, vous êtes aussi actif? On imagine que des pirates, des hackers puissent pirater les systèmes informatiques et perturber, voire plus, les trajets? Alors, en effet, on l'imagine très bien, puisque ça nous arrive en permanence. D'accord. Donc, c'est pas ce qui explique les retards des trains, on est d'accord. Non, ou du moins très partiellement, je vais être tout à fait honnête. Mais en effet, nous avons des attaques en permanence sur nos systèmes cyber, et le jeu est de les cantonner sur des applications qui ne sont pas vitales. Puisqu'évidemment, nous procédons à des analyses de risque, des évaluations de risque sur les différents types d'activités. Évidemment, le risque qu'il faut éviter, c'est la prise de contrôle d'un mobile sur une voie, avec la possibilité de l'emmener à un endroit où on ne veut pas, voire face à face avec un autre train. Bien sûr. Et alors, ce travail est réparti en fait entre ma direction et la direction des systèmes d'information, puisque bien évidemment, on est très lié à ces sujets-là. Et la protection cyber ne touche pas que la partie sûreté, mais touche également évidemment la sécurité, donc la protection contre les accidents, et puis après tous les éléments, évidemment, comme dans toutes les sociétés, la protection des actifs financiers. Alors peut-être d'un mot, parce qu'on voit bien qu'il y a des multiples métiers au sein de la sûreté ferroviaire. Est-ce qu'il y a une formation, une école? Il y a une école, n'est-ce pas? Quel est le recrutement? Quel est le statut de vos agents? Alors, il y a en effet une école. Alors, les agents de la sûreté ferroviaire sont des cheminots qui ont une spécialité sûreté. Alors, cette spécialité est ouverte au recrutement externe. Et donc, nous recrutons sur des populations qui sont souvent assez sensibilisées à ce type de sujet, notamment des anciens gendarmes, des anciens policiers, des anciens militaires. C'est quand même un vivier de choix, mais pas que. Nous pouvons recruter également donc sous contrat, contrat à durée indéterminée. Ces agents suivent une formation à l'Université de la Sûreté, à Hermont, qui est une formation qui dure environ 5 mois et qui inclut à la fois une formation juridique, mais aussi des formations aux techniques d'intervention et bien sûr au tir. Et selon leur spécialité, un certain nombre d'autres spécialités que vous pouvez imaginer dans le domaine de la sûreté. Je n'en citerai qu'une, par exemple, ce sont les conducteurs de chiens, puisque nous avons nos propres équipages cynophiles. Eh bien, ce sont des agents de la sûreté qui ont suivi la formation standard et en plus une formation d'environ 4 mois derrière à la conduite de chiens et aux opérations particulières. La brigade cinéphile, c'est pour la recherche d'explosifs, de drogue? Nous avons 2 types d'équipages. Nous avons majoritairement, en effet, des équipages qui sont en détection d'explosifs. Et nous avons également des équipages de chiens de défense. Parce que, notamment lorsqu'on est amené à intervenir sur des masses, sur des foules, le chien a généralement un effet assez apaisant. La particularité, je pense, de la sûreté ferroviaire, et je me permettrai de mettre dans le même ensemble mon camarade de la RATP, qui a un peu le même type de problématique, c'est que nous faisons du mass transit, nous faisons du traitement de masse.
C'est-à-dire que nous avons calculé que lorsque nous avons une demi-heure, par exemple, d'alerte à la bombe à Paris-Saint-Lazare, nous avons l'équivalent de la population du Stade de France sur le parvis. Ah oui, 80 000 personnes. Exactement. Et donc ça veut dire que, et ça nous amène à un autre sujet, qui est de dire comment nous travaillons, comment nous pouvons nous interfacer avec les autres acteurs de la sûreté. Et on va venir tout doucement au sujet du continuum de sûreté. Nous sommes un élément du continuum de sûreté avec nos collègues, je me permets de qualifier nos collègues des forces de sécurité intérieure, et puis également les sociétés privées qui ont également un rôle dans ce continuum. Juste avant de rebondir sur cette histoire de continuum qui est extrêmement importante en vue de ces objectifs que sont la Coupe du Monde de rugby et les JO en 2024, pour finaliser sur la formation, est-ce que par la suite il y a aussi des formations régulières, des entraînements réguliers justement au tir, entre autres ? Absolument. Il y a un programme de maintien en compétences tout au long de la vie de l'agent. Et compte tenu de la sensibilité de ces sujets-là et des sujets de port d'armes et surtout d'action en lieu confiné, nos agents sont très entraînés. En gros, ils tirent à peu près 2 fois plus de cartouches que leurs homologues de la police ou de la gendarmerie sur les mêmes périodes. D'accord. Donc c'est vraiment une formation très très pointue dans ces domaines-là parce que, encore une fois, nous devons tirer dans des lieux où il y a énormément de monde, lieux extrêmement confinés, avec des passagers, des trains, etc. Et en termes d'armement, il y a une palette assez large comme à la police, ou ça reste limité Oui, alors, disons que l'armement va on va dire, de l'armement le plus élémentaire, du tonfa. La taser. Alors justement, nous n'avons pas encore le taser, nous sommes en train de travailler pour obtenir des autorités publiques l'autorisation de doter nos agents de taser, puisqu'en fait aujourd'hui nous avons une rupture entre le tonfa ou la bombe lacrymo et le pistolet, qui est un Sig Sauer, et on voit bien qu'il y a un trou entre les deux, et dans certaines de nos interventions, en effet, un taser serait bien utile. Alors le continuum, oui. Mais peut-être juste avant le continuum, il y a aussi les pouvoirs qui sont dévolus à la grande majorité, je dirais, de vos agents, qui sont des pouvoirs d'officiers de police judiciaire, on peut dire. C'est-à-dire vous avez la palpation de sécurité, la fouille de bagages, c'est cela, les contrôles aussi, les vérifications d'identité. Oui, absolument. Oui. Alors, c'est un petit peu la particularité de la sûreté ferroviaire, c'est qu'en effet, mes agents sont pour partie dépendants des textes réglementant la sécurité privée, mais pour partie disposent de pouvoirs exorbitants du droit commun, et vous les avez cités pour l'essentiel, c'est-à-dire la capacité à fouiller les bagages, à vérifier l'identité, à faire de la palpation, à user de l'arme, et à user de la contrainte par corps, avec des injonctions de sortie des trains, injonctions de sortie des emprises ferroviaires. D'accord. Alors, certaines sont embarquées par les textes législatifs, d'autres font l'objet d'arrêtés préfectoraux, et c'est le cas, par exemple, de la fouille des bagages sans l'autorisation du porteur. Eh bien, là, il faut un arrêté préfectoral, mais en réalité, compte tenu je dirais, de l'ambiance sécuritaire d'aujourd'hui, la plupart des préfets accordent à longue durée ce type d'autorisation, en effet. Alors on en vient peut-être maintenant effectivement au continuum de sécurité, Alexandre, qui, nous le savons, est une de vos axes de priorité. Comment vous inscrivez dans ce continuum de sécurité aujourd'hui ? Oui, en effet. Sous quelle autorité ? Oui. Je pense que c'est une question de positionnement, en réalité. Nous avons des forces de sécurité intérieure qui ont effectivement un rôle sur la voie publique, qui ont un rôle de respect une mission de faire respecter l'ordre public, la police judiciaire. Nous avons à l'autre bout du spectre des sociétés privées qui disposent d'un certain nombre de capacités d'intervention sans avoir forcément ces pouvoirs dont nous disposons et sans avoir la connaissance du milieu ferroviaire, qui est un milieu très particulier, qui demande une formation extrêmement rigoureuse. On n'a pas besoin de toucher une caténaire pour être électrocuté, par exemple. Ce sont des choses vraiment extrêmement sensibles. Et donc, moi, j'ai décidé de positionner la sûreté ferroviaire comme la force spécialisée sur la totalité des emprises ferroviaires, et donc en décidant volontairement de dire il y a un certain niveau, on va dire vers le haut, que nous nous interdisons de franchir parce que ce n'est pas le domaine sur lequel nous sommes les plus compétents. Nous avons pour cela des gendarmes, des policiers avec leurs multiples ramas, si je puis me permettre, que ce soit la PAF, la BAC, etc. Nous avons fait des exercices avec eux. Et puis nous avons une sécurité privée qui a une compétence dans un certain nombre de domaines sans avoir nos activités. Eh bien, nous nous plaçons entre les deux, et donc ça signifie que pour être pleinement efficace,
il faut que sur les emprises ferroviaires, ce continuum soit encadré et le plus fluide possible. Et c'est ce que j'ai lancé comme orientation stratégique. Notamment, nous avons un programme qui s'appelle Vision Sûre, qui va être déployé dans toutes les gares et qui a vocation à fédérer la totalité des forces au sens large qui peuvent intervenir sur le territoire ferroviaire avec des outils communs, des capacités de reporting communs, des PC communs. Donc c'est vraiment cette logique. Qui pilote tout cela ? Alors pour l'instant, nous proposons de piloter cela au niveau des gares, puisque nous sommes déjà implantés. Nous avons déjà des PC pour suivre les caméras, pour suivre nos agents. Et puis il y a certains endroits où on voit bien que le continuum doit sortir des gares. Et donc typiquement sur Paris, il y a le SECOS, évidemment, qui a été lancé par la préfecture de police de Paris. Vous rappelez ce qu'est le SECOS ? Alors, c'est le centre de coopération opérationnelle en matière de sûreté et qui réunit, sous l'égide de la préfecture de police de Paris, la totalité des forces qui concourent à la sûreté sur le périmètre de l'Île-de-France. Et donc, bien évidemment, on va retrouver toutes les polices dépendant de la préfecture de police. Nous retrouvons le GPSR de la RATP et puis la SUGE. Nous avons dans ce centre opérationnel des tables qui sont réservées à SNCF et au GPSR, de manière à ce que nous puissions, de manière extrêmement fluide, nous communiquer des images, nous communiquer des informations, de manière à pouvoir assurer une sorte de droit de suite du délinquant de nos emprises vers la voie publique. Oui, parce notamment. que pour l'instant, votre compétence territoriale s'arrête sur l'emprise ferroviaire. Et oui. Et si l'individu que vous poursuivez dépasse cette emprise, vous n'avez plus aucun pouvoir, en réalité. Sinon, de le suivre comme n'importe quel citoyen. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Nous redevenons, si j'ose dire, de simples citoyens, mais armés, mais article 73 du Code de procédure pénale. Et on peut lancer un appel aujourd'hui aux législateurs futurs pour justement prévoir l'extension de votre domaine de compétences. Au-delà de la gare. Au-delà, mais dans un périmètre qu'on peut délimiter, mais que vous ne soyez pas empêché de poursuivre un individu qui se retrouve à 100 mètres du parvis de la gare, par exemple. Exactement. Ça fait partie d'un certain nombre d'axes. Nous avons 7 ou 8 grands chantiers que nous souhaitons faire embarquer par la LOPMI. Donc il y a en effet ce droit de suite. Il y a également le périple meurtrier pour un cas de terrorisme, la capacité de suivre un terroriste et de l'arrêter alors même que ce n'est pas un flagrant délit, au vu de ce qu'il a fait avant, etc. Un certain nombre de sujets, effectivement, que nous appelons le législateur à nous ouvrir. Je me suis toujours demandé pourquoi dans les gares françaises, on n'avait pas, comme il y en a en Espagne par exemple, même dans des petites gares, des sas de sécurité avant d'entrer sur les quais, comme on les a dans nos aéroports, qui permettraient de voir si effectivement les personnes n'ont pas des armes, des explosifs sur eux. Aujourd'hui, on est habitué à faire la queue quelque part avec le pass sanitaire. On prenait un peu plus de temps pour rentrer dans les trains. Aujourd'hui, étonnamment, si vous montez en gare de Figueres en Espagne, vous avez un sas qui vous repère si vous avez des engins explosifs. Par contre, après toutes les gares françaises où le train fait une halte, on rentre comme on veut. En effet. Alors, il y a 2 réponses à cela. La première, c'est que le concept de la gare française, c'est que la gare est un lieu d'échange. Il y a des commerces. On peut traverser une gare sans forcément prendre le train. C'est une caractéristique de nos gares qui est extrêmement appréciée des autorités locales, et notamment des mairies. Ça, c'est un premier sujet. Faut-il fermer les gares ? Le deuxième paramètre, qui est le paramètre déterminant, c'est la gestion des flux. Quand on parle du flux aérien, on ne parle pas du tout du mass transit qu'on observe dans nos gares. C'est-à-dire que typiquement, alors on pourrait sans doute faire du filtrage dans une gare de Corrèze, moi j'aime beaucoup la Corrèze par ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec le filtrage dans les gares parisiennes. Oui, mais enfin, on le fait bien à Orly, à Roissy, ils le font bien à Madrid, sur l'accès au quai. Oui, mais on a environ 100 fois moins de passagers à Orly et à Roissy. Environ 100 fois moins de passagers. Qu'en gare ? Ah bah oui, le RER A, c'est 1 million de passagers par jour. Donc, non, mais je parlais des grandes gares avec les trajets nationaux, gare de Lyon, gare de l'Est, gare Montparnasse. Oui, mais alors la difficulté des gares parisiennes, c'est qu'elles n'ont pas été conçues comme des lignes traversantes, comme dans certains pays où la ligne traverse la ville. Oui. Chez nous, alors ça date de l'étoile de Legrand, la fin du 19e, il a été choisi d'avoir un réseau urbain, qui est le réseau métro, et puis le réseau ferroviaire, qui est le réseau ferré national, avec des gares à la périphérie. Ça veut dire que toutes nos gares parisiennes sont des gares d'échange, c'est-à-dire, c'est pour ça que je travaille beaucoup, et la main dans la main avec mon collègue de la RATP, parce que la plupart des emprises mettent en jeu des flux
qui viennent du métro ou du RER et qui vont vers les grandes lignes. D'accord. Donc on peut le faire allant au bout de quai, d'ailleurs ça se fait aujourd'hui pour certains TGV, mais on voit bien que dès que le système pose le moindre problème, on est obligé d'ouvrir les portillons et de laisser passer, sinon on bloque le flux. D'accord. Sur l'axe Paris-Marseille, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a à l'heure de pointe un train toutes les 4 minutes. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il faut être en mesure de faire entrer 500 personnes dans un train en un espace de temps extrêmement réduit, sauf à les stocker massivement dans les gares, avec tous les problèmes de sécurité que ça tire derrière. Alors peut-être parce que le temps passe, nous dire quel est aujourd'hui, dans le cadre évidemment, des grands événements qui arrivent, 2023, la Coupe du Monde de rugby, 2024, les Jeux Olympiques à Paris, comment vous vous préparez pour ces grands événements? Parce que vous avez un rôle très important en matière de transport, évidemment. Oui, Je pense à la sécurité. Bien sûr. Il y a non seulement le flux des passagers, mais la question, on est toujours sous la menace terroriste, on le sait. On voit ce qui se passe aujourd'hui sur le plan international. Donc il y a une préoccupation première d'assurer une plus grande sécurité. En effet, enfin, le sujet est évidemment déterminant. On considère que sur la période des JO, à part le Paralympique, c'est un tout petit peu moins, mais sur les 8 jours des JO, on compte environ un supplément de passagers d'environ 12 millions sur cette période-là. Donc, là encore, sujet de mass transit et sujet de l'acheminement de ces spectateurs vers les lieux des épreuves. Et en effet, le choix et la configuration de Paris fait que tout cela va se faire essentiellement par du vecteur SNCF et encore une fois RATP dans une certaine mesure. Et donc, ça veut dire qu'il faut, et ça, nous le faisons là aussi dans le cadre du Continuum, nous le faisons avec la préfecture de police de Paris, avec IDFM et avec évidemment nos collègues de la RATP. Il s'agit de se répartir en réalité la totalité des tâches, étant entendu que la police va être majoritairement sur les lieux des épreuves. Elle va devoir sécuriser les lieux, sécuriser les stades, etc. Et notamment également en matière de détection d'explosifs. Et ce qui transparaît des premières réunions qui ont été tenues et des premières organisations arrêtées, c'est qu'en réalité, le GPSR de la RATP et nous-mêmes, la sûreté ferroviaire, nous allons devoir nous assurer de la sécurité sur l'ensemble de nos vecteurs ferrés et routiers pour la RATP. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à la fois, on a fait une cartographie des points qu'il fallait absolument sécuriser, et évidemment, les pôles d'échange, comme la gare du Nord, vont être évidemment centraux. Et derrière, savoir comment on peut mobiliser les équipes, ça veut dire faire remonter éventuellement des équipes de province, ça veut dire déployer de la vidéo lorsqu'on a encore la capacité de le faire. Aujourd'hui, on a 700 caméras en gare du Nord. Probablement faut-il largement augmenter. De la même manière, si la détection d'explosifs est réservée aux grands sites olympiques, les capacités de détection de la police, ça veut dire que nous-mêmes, nous devons nous outiller face à cela et donc faire croître significativement le nombre d'équipes cynophiles. Voilà, ce type de réflexion que nous menons actuellement. Et nous les menons donc, actuellement. Donc il y a des recrutements en vue. Ah oui, bien sûr. De toute façon, c'est un message que je peux faire passer. Nous recrutons largement à la sûreté ferroviaire parce que nous avons là aussi, c'est un métier où il faut s'investir, il faut aimer cela, et puis souvent, on va dire, on a beaucoup de jeunes et donc il y a un peu de turnover. Et donc oui, nous recrutons beaucoup de gens motivés qui sont prêts à s'investir sur nos voies, nos lignes. L'adage de la sûreté ferroviaire, conseiller, prévenir, protéger et intervenir. Merci beaucoup Xavier Roche d'être venu sur le plateau d'Agneau Sécurité. Merci à vous. Merci. Georges, on se donne rendez-vous très rapidement pour un prochain Fenech Security Talk. Absolument, avec grand plaisir, mon cher Alexandre. À très bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Ciao.